Bienvenue à tous, je vous souhaite la bienvenue à cette série d'émissions au sujet des clés de la gouvernance partagée, afin de comprendre un petit peu mieux comment s'organiser pour former des listes citoyennes pour les élections départementales et régionales. J'ai l'honneur d'accueillir Louis Fouché à mes côtés pour vous présenter tous ces concepts. Bienvenue Louis. Bonjour Essam, merci beaucoup de me recevoir. Merci à toi. Effectivement, la dernière fois, on a discuté ensemble de cette idée d'aller à l'élection sans être dupe. C'est-à-dire que l'élection, ok, c'est un tout petit élément, c'est un petit jeu qui est offert par les pouvoirs pour nous faire croire qu'on peut y avoir accès d'une manière ou d'une autre. Mais il faut y aller quand même, en fait. Donc, à la fois y aller, comme d'habitude, avec une espèce de lâcher-prise, mais tout en acceptant de relever le défi. En fait, ça fait partie de l'art de la paix, finalement, d'accepter de ne pas lâcher l'adversaire, mais de relever le défi à chaque fois, même si on n'est pas dupe sur l'issue, quoi. Et en fait, de s'en servir comme une chance, comme une occasion qui nous est donnée de travailler justement à être ensemble dans la paix, quoi. Si c'est ça qu'on cherche, c'est ça qu'on cherche à vouloir advenir sur Terre. Essayer de faire des groupes humains qui vont aller chercher le pouvoir tout en ayant d'emblée l'idée de le redistribuer. Et ça veut dire qu'au sein même des listes que vous allez constituer, et c'est super chouette, hein, il y a déjà plein de monde qui se sont proposés pour constituer des listes citoyennes là pour les élections qui arrivent, et ben on essaye d'appliquer peut-être certaines recettes ou certaines, en tout cas, on essaye d'arpenter un chemin ensemble de paix justement et d'un partage du pouvoir qui soit correct, qui ne laisse pas émerger des tyrans et qui ne mettent pas non plus dans l'ombre tous ceux qui auraient du talent et qui pourraient le mettre au service. Donc, on va essayer de parler de ça ensemble, et Sam. C'est ça. Et donc, la première des clés, c'est un cadre de sécurité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour se sentir tous ensemble en sécurité. Ouais, tout à fait. Ouais. La sécurité, vous savez, à la fois en pédagogie, à la fois dans le fonctionnement des groupes humains, c'est un des éléments clés pour que on puisse commencer à exercer son talent. Il y a une inhibition de l'action par la peur et par l'insécurité. Vous savez aussi que dans l'éducation des enfants, on dit qu'il faut qu'ils aient un attachement sécure, qu'ils aient un attachement à une personne référente pour leur permettre ensuite d'aller voir le monde. Les enfants qui n'ont pas d'attachement sécure, en fait, ils n'arrivent pas à aller voir le monde, ils n'arrivent pas à exercer leur propre créativité. Ils sont en permanence dans les jupes de leurs parents. C'est normal au début qu'ils soient dans les jupes de leurs parents. Mais ensuite, quand ça va bien, ils vont aller se balader dans le jardin. Ensuite, ils vont aller jouer avec un ver de terre, manger un escargot, puis discuter avec le voisin et tout ça. Sinon, ils ont peur tout le temps. Donc ça, il y a besoin pour nous-mêmes, pour qu'on puisse exercer notre talent, d'être dans une certaine sécurité. Pour qu'il y ait de la sécurité, souvent, il faut qu'il y ait des règles du jeu. Alors, le cadre de sécurité, finalement, c'est un peu ça. C'est quelles règles du jeu on va essayer de se donner à nous-mêmes au sein du groupe. Et ces règles du jeu, elles sont de deux ordres. C'est des règles de gouvernance, c'est-à-dire finalement qui décide quoi, qui a le pouvoir, comment on partage le pouvoir, comment se structure le groupe. Et puis de l'autre côté, le cadre de sécurité. Et le cadre de sécurité, c'est bien plutôt comment est-ce qu'on interagit les uns avec les autres. À quel niveau de tension on est finalement dans sa posture entre la souveraineté et la bienveillance, entre le fait de faire partie du collectif et puis le fait d'être de pouvoir exercer son propre talent à soi. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel qu'il faut co-construire en fait à plusieurs avec les gens du groupe. Et d'emblée, pas essayer d'être parfait. Ça, c'est renoncer aussi à l'idée de la perfection dès le départ, en disant on va poser quelque chose et d'emblée on va dire qu'on peut le transformer. Mais au moins ça va être un truc un peu un référentiel sur lequel on peut aller. Donc souvent les collectifs, les assos et tout ça posent des chartes de coopération, des chartes relationnelles et tout ça. Et il y a beaucoup de gens qui disent mais ça sert à rien parce que tout le monde les transgresse. Ouais, c'est vrai. Vous savez qu'à partir du moment où vous avez mis une charte, en fait, il y a des gens qui vont la transgresser. Mais justement, le fait qu'ils la transgressent, ça va vous permettre de redire ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable, et de pouvoir fixer la limite, en fait. Donc, c'est un des enjeux de fixer la limite. Donc, déjà, il y a un cadre de sécurité qu'on peut placer au moment où on se réunit. Au moment où on se réunit, c'est quand on est au sein d'une réunion Zoom ou d'un cercle, c'est qui est-ce qui donne la parole? Comment la parole, elle se répartit? Est-ce que c'est une parole libre ou est-ce qu'il y a un bâton de parole au milieu et puis en fait le prend quelqu'un, puis quand il a fini, il le remet au milieu, par exemple?
On peut le faire de manière symbolique dans une réunion. Par exemple, on dit, bah voilà, quand quelqu'un prend la parole, il dit je prends, et puis quand il a fini, il dit j'ai fini, je remets la parole au centre. Et la parole est libre. Ça fait qu'il n'y a pas n'importe qui va en permanence vouloir tenir le crachoir ou des choses comme ça. C'est pas facile, hein. Nous, y compris dans nos réunions, c'est comme ça, mais il y a souvent quelqu'un et hop, il a une impulsion et il parle à un moment où il n'a pas demandé la parole. Bon, bah, on accepte, en fait, c'est la vie, si ça ne met pas en danger le collectif. Mais c'est important d'avoir cette règle du jeu, ça permet d'y revenir régulièrement. Il y a certains groupes où même quand la parole commence à s'échauffer, commence à y avoir du conflit par exemple, ils décident d'avoir des petites cymbales ou juste une petite cloche. Et il y en a un qui est en charge de ça au début de la réunion. On dit c'est celui qui est en charge de calmer le jeu quand ça commence à monter. Et donc on se souvient que par exemple, tout le monde a fixé cette règle-là dans le cadre de sécurité. Quand la cloche elle sonne, c'est 1 minute où tout le monde se tait. Juste, on accepte ça. C'est une bonne régulation des tensions et des conflits, par exemple, pour pas laisser monter, parce que sinon, vous pouvez avoir un conflit interpersonnel entre deux personnes qui va bouffer toute la réunion, quoi. Et en fait, pourrir tout le travail du collectif. Donc là, c'est à vous de le fixer dès le départ, avec les quelques personnes qui sont là. Vous vous mettez sur un paperboard et vous dites quelles sont les 3-4 règles du jeu qu'on voudrait. Je peux vous en donner quelques-unes qui reviennent souvent dans les réunions. C'est que ce qu'on dit, ce soit confidentiel. C'est important parce que ça, c'est vraiment de la sécurité. Quand vous confiez votre parole à quelqu'un, normalement, elle n'est pas faite pour être diffusée à tout le monde. Alors aujourd'hui, tout le monde vit sur Facebook, YouTube en permanence avec une espèce de transparence de sa vie, de tout ce qu'il fait, de son petit-déj et tout ça, de son dernier scanner ou de son dernier test PCR. En fait, c'est pas normal. On doit garantir une certaine discrétion, en tout cas, sur ce qu'on vit. Donc ça, c'est l'idée vraiment que c'est confidentiel. Donc, sauf mention express, les choses qui vont être partagées à tout le monde. La deuxième chose qui est souvent dite, c'est de parler en souveraineté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on demande aux gens de ne pas parler pour quelqu'un d'autre. Par exemple, je ne vais pas dire bah, ouais, non, mais Essam, tu as l'air fatigué, donc on ne va pas aborder ça. Non, ça, c'est ton problème. C'est pas le mien. Je peux dire je suis un peu gêné de te parler de tout ça ou de parler tout le temps. Est-ce que tu aurais envie de parler? Ça, je peux le faire. Mais je peux pas dire tiens, mais faudrait que tu parles, toi, un peu, là, tu n'as rien dit. Non, ça, c'était pas en souveraineté, quoi. Donc l'idée de la souveraineté, c'est hyper important, ça va diminuer les conflits de manière très très importante et ça va beaucoup plus loin que ça. C'est ce que je ressens au cours d'une réunion ou dans un groupe, c'est ma responsabilité. C'est pas la responsabilité de l'autre. Si je suis en colère, c'est pas toi qui m'as mis en colère. C'est moi qui ai décidé d'être en colère. Tu as dit quelque chose et je me suis mis en colère et ça me pousse d'emblée un cran plus loin plutôt que de me rediriger vers toi. Ça va être je suis en colère, c'est moi qui suis en colère. Pourquoi je suis en colère? De quoi j'ai besoin là qui est bafoué? Ah, j'ai vraiment besoin de parler ou j'ai besoin vraiment de dire quelque chose, là, ça me touche, en fait. Et si je dis ça, si je dis j'ai besoin de dire quelque chose sur ce qui est en train de se passer, ça agresse personne. Alors, c'est ce que si je te dis, Sam, tu dis n'importe quoi, bah là, je suis pas dans la souveraineté, quoi. Ok, donc il y a cette idée de souveraineté. Donc, la confidentialité, 2, la souveraineté, 3, essayer que la parole soit concise et claire. Ça, c'est pas facile. Si vous avez des gens comme moi qui parlent beaucoup, bah, il va falloir peut-être les faire taire en fait. Il va falloir que le facilitateur ou l'animateur dise bah, c'est bien, on a bien compris ton propos, tu n'es pas obligé de te répéter. Puis vous allez voir souvent des gens qui se répètent plusieurs fois et redisent la même chose de plein de manières différentes. Ça peut être mis dans le cadre de sécurité, mais c'est une des tâches du facilitateur de redire ce qu'a dit la personne. Comme ça, elle est sûre que ça a été bien entendu. Parce qu'en général, quand ça a été bien entendu, elle n'a pas besoin de le redire une nouvelle fois. Donc là, par exemple, je pourrais te donner la parole et ça, mais tu me dirais, tu pourrais essayer de me dire qu'est-ce que j'ai dit, quoi. Comme ça m'évite de me répéter. Eh bien, tu as dit qu'il fallait 3 aspects indispensables pour pouvoir s'organiser en collectif. Le premier, c'est, je t'invite à le dire, je ne dis pas de bêtises. La confidentialité sur ce qui est dit, mais c'est peut-être pas ça que j'ai dit en premier, mais ouais. C'était pas ça en premier, mais t'en as mentionné 3, et tu sais, moi je m'imprègne en fait, je garde pas forcément la mémoire immédiatement, mais tu as La mentionné 3. confidentialité, la souveraineté, et puis essayer que la parole soit claire et concise. Voilà. Et c'est du bon sens en fait, mais c'est vrai que les répéter et les voir écrits et s'en imprégner, c'est ça qui va faire que ça va devenir en fait une seconde nature. Donc c'est vrai qu'au départ, on n'a pas forcément ces choses-là à l'esprit, mais on se rend compte par l'expérience en essayant de mener des projets, en essayant de s'organiser, on se rend compte à quel point c'est important ces aspects-là, d'être clair, d'être concis, de s'assurer de respecter la différence de l'autre, en fait, qui va avoir une opinion différente, qui va avoir des besoins différents. Et
voilà quoi, d'aller dans cette direction-là. C'est vrai que petit à petit, on se rend compte à quel point c'est important. Mais c'est vrai que finalement, pour la plupart d'entre nous, je sais que toi, tu as beaucoup travaillé sur la CNV, la communication non violente. Moi, j'ai pas travaillé sur ça du tout. Donc c'est vrai que quand tu me le dis, ça me parle, ça me semble extrêmement cohérent, extrêmement finalement au point presque d'en être simpliste. On se dit bah ouais, je le sais tout ça. Mais non, justement, c'est revenir à ces bases, revenir à ce cadre pour fixer ce cadre en fait où on peut se sentir en sécurité et que chacun puisse s'exprimer. Donc c'est vrai que réussir à imprégner ça dans un processus finalement de dialogue avant de pouvoir prendre des décisions, c'est fondamental. Ouais. Et vous allez avoir souvent, dès qu'on est dans l'associatif, les gens ils vont venir raconter ce qu'ils ont fait. Ah oui, mais moi, dans telle assos, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Puis moi, je, en fait. Et à la fin, vous avez du mal à dire, ouais, mais maintenant, c'est nous, là, dans quelque chose d'autre. Et donc, ce que tu as fait avant, c'était chouette, c'est une super expérience, mais ça ne doit pas nous empêcher d'avancer là. Il y a, dans le cadre de sécurité, on peut poser ça aussi, l'idée qu'on cherche à être dans la bienveillance vis-à-vis de l'autre, qu'on ne va pas chercher à se faire valoir ou à le défoncer. Et marquer d'emblée que c'est une transgression si on fait ça. C'est que si quelqu'un commence à dire, à essayer d'une manière un peu subreptice de démonter quelqu'un, et ça arrive, hein, c'est une transgression, quoi. Donc je vous ai donné l'idée qu'il pouvait y avoir des tensions relationnelles et que avoir un processus de gestion des tensions relationnelles, c'est très important parce que sinon elles vont envahir tout le reste des champs. S'il y a des personnes qui ne peuvent pas s'entendre parce que naturellement ils n'ont pas d'affinité l'un pour l'autre, que vous n'avez rien prévu pour ça, en fait, ça va accrocher tout le temps quand vous allez vouloir faire un projet, faire la liste, définir quelque chose. Et en fait, ce sera un problème relationnel. Donc ça veut dire travailler sur les tensions relationnelles. Et pour ça, il y a des techniques comme les cercles restauratifs ou d'autres. On ne va pas en parler là, mais juste déjà ce que je vous ai dit, c'est quelqu'un qui tient une petite cloche et quand ça dérape, voilà, on lui a dit dès le départ, quand tu sens que ça dérape, même si c'est pas juste, c'est pas grave, ça fait 1 minute de silence. On est tous d'accord pour faire ça. Ça peut être quelque chose de correct. Ou quand quelqu'un est vraiment pas bien au niveau relationnel, lui dire ok, tu peux le signifier d'une manière ou d'une autre. Par exemple, mettre sur le Zoom quelque chose, te mettre en noir, quoi. Ou quelque chose comme ça, et disparaître de la discussion pendant un moment. Et ça veut dire que là, tu n'es pas prêt à participer et qu'il va falloir le traiter à un moment ou à un autre. Il va falloir en parler. Parce que si vous mettez ça sous le tapis, ça va revenir par tous les ports du circuit, quoi. L'autre chose dans le cadre de sécurité, c'est avoir prévu d'emblée comment vous faites monter les gens à bord et comment vous faites débarquer des gens. Parce que sinon, vous risquez en permanence que le groupe change, parce qu'il y a des gens qui vont monter tout le temps à bord. Et ça veut dire que le groupe principal, il va devoir passer son temps à réexpliquer, à redire, etc. Et ça, c'est pas bon. Donc peut-être il faut un SAS, un endroit où les gens, ils intègrent progressivement. On va leur dire, ça se passe comme ci, ça se passe comme ça, la prise de décision, c'est comme ça. Pour le moment, on a fait ci, ça. Et toi, tu vas monter à bord et au début, tu vas juste écouter pendant une session. Puis la deuxième session, tu vas avoir le droit de parler. Puis la troisième session, tu auras le droit de prendre des décisions avec nous, par exemple. Ça peut être une des façons de faire. En tout cas, un processus d'intégration. Et dans ce processus d'intégration, avoir d'emblée défini ce que vous ne voulez pas aussi. Je vous donne un exemple. Vous faites une colloque pour faire la fête. Et il y en a un, il vient, mais il veut passer son examen de première année de quelque chose. Et non, il ne faut pas qu'il vienne. Sinon, il va tout le temps en vouloir à ceux qui font la fête. Inversement, vous avez une colloque de gens qui sont là pour bosser ensemble pour passer la première année de médecine. S'ils intègrent un gros fêtard qui fout le bordel, au bout d'un moment, ça va être un vrai problème. Donc d'emblée, il vaut mieux avoir dit pourquoi vous êtes ensemble et pourquoi certains profils, c'est pas le bon moment, quoi. Ça veut pas dire qu'ils sont pas bien, c'est-à-dire que pour ce que vous cherchez à faire là, c'est pas bon. Donc ça aussi, ça aide d'avoir ce qu'on appelle une raison d'être. C'est-à-dire d'avoir posé de manière claire ce que vous cherchez à faire. Là, si vous cherchez à faire une liste pour concourir à une élection, c'est pas tout à fait la même chose que changer le monde. C'est pas tout à fait la même chose que sortir du Covid. C'est pas tout à fait la même chose que. Donc il faut de manière claire dire là, on est là pour conquérir l'élection. Et on a quelques invariants sur pourquoi on conquiert l'élection, par exemple. Vous pouvez le noter sous la forme de quelques phrases à l'infinitif. Donc ça, je vous propose que le premier petit groupe, il se mette ensemble et il établisse sa raison d'être, son cadre de sécurité. On va donner des exemples de cadres de sécurité, puis on va mettre quelques vidéos pour expliquer ça de manière claire. Les règles du jeu de vos réunions, les règles du jeu d'intégration et de sortie des gens. Souvent, on n'y pense pas à l'exclusion, hein, et ça vient avec une expérience douloureuse, parce qu'il faut exclure quelqu'un, ou parce que quelqu'un s'en va et ce n'était pas prévu et il y a tout qui tombe.
Donc, ça vaut le coup d'en parler d'emblée. Comment on fait, quoi, quand quelqu'un veut partir ou quand on veut faire partir quelqu'un? Est-ce que ça peut être un processus qui n'est pas forcément irréversible d'ailleurs? Et peut-être il faut qu'on pose des choses au clair d'abord. Puis si la personne, elle est vraiment pas au clair, peut-être qu'il vaut mieux qu'elle parte. Et il n'y a pas besoin de faire parfait. Nous, on a beaucoup essayé de faire parfait avant de faire. Il faut faire, il vaut mieux faire. Et voir au fur et à mesure ce dont vous avez besoin. Ça va, ça donne un petit peu de clarté, Wissam? Bah écoute, oui, oui, bien sûr, je pense qu'on a besoin de points de repère parce qu'on va faire des erreurs forcément et surtout qu'on a très peu de temps au final hein, pour s'organiser, là du moins pour constituer ces listes électorales citoyennes. Donc l'idée c'est d'aller au plus direct en essayant de baliser le terrain pour faire en sorte que les erreurs, leur impact soit le plus minimisé. Mais c'est sûr qu'on va faire des erreurs. Si on a peur de faire des erreurs, on fera rien. Donc Ouais. Juste un mot sur la sécurité. Il y a le cadre et les règles du jeu que vous mettez, mais il y a aussi des pratiques du nous. Et ces pratiques, par exemple, c'est dans chaque réunion de parler de la météo intérieure, que chacun puisse parler à un moment, avoir la parole. Sinon, c'est toujours les mêmes qui vont parler, toujours les mêmes qui vont écouter. Ça, c'est pas bon. Euh, donc, laisser un temps où chacun peut s'exprimer, au début et à la fin. L'autre chose, c'est parfois de nourrir des relations directes entre les gens, parfois de créer un système de parrainage, notamment dans le système d'intégration. Si quelqu'un a un parrain ou deux parrains, il sait à qui en référer quand il comprend pas, quand il y a un truc pas clair. Et donc d'emblée se dire, ok, on est peut-être les 5 premiers dans le groupe, on va servir de parrain au nouveau, on va chacun en prendre un. Et s'il a des questions, on sera le référent. Une autre pratique qui peut être intéressante, c'est au début des réunions de faire ce qu'on appelle une écoute empathique. C'est juste prendre un petit moment d'écoute sans contradiction, sans rétroaction, où on pose une question. Par exemple, qu'est-ce que tu viens faire là vraiment? Ou Essam, qui es-tu vraiment? Et là, je vais te laisser parler pendant 5 minutes. Et je vais juste, avec mon visage, te répondre, le non-verbal, etc. Mais je ne vais pas te répondre. Et si jamais à un moment tu parles plus, je vais te redire, mais qui es-tu vraiment? Juste ça. Et ensuite, on va inverser les rôles. Et toi, tu vas me poser la même question. Juste le fait de faire ça, vous allez voir, ça prend 10 minutes au début d'une réunion. Les gens, ils arrivent avec un niveau de confiance. Quand ils arrivent dans la réunion, ils ont parlé avec quelqu'un, même s'ils connaissent personne d'autre des 15 personnes, ils ont une personne à qui ils ont partagé quelque chose d'assez profond en vrai. Et là, ils sont vachement plus à l'aise avec eux-mêmes et pour dire les choses. Ça va? excellent, super. Donc tout ça, ce sont des petits éléments, des petites, on va dire, des petites astuces finalement qui peuvent nous permettre de mettre la lumière sur des potentiels problèmes qui existent déjà, soit qui pourraient advenir, et d'essayer de désamorcer en fait les conflits avant même qu'ils émergent, quoi. Donc c'est super, c'est génial. Ouais. Et il faut savoir aussi que le nous, il va évoluer et le cadre de sécurité, il va évoluer. Donc d'emblée, avoir dit ce cadre de sécurité, il est posé, il est là. Tout le monde l'a lu quand il intègre. Tout le monde accepte de jouer le jeu. Mais si on veut le transformer, il y a un espace qui est là. On peut poser une tension sur le cadre de sécurité. Quelqu'un peut dire, moi j'ai envie que le cadre de sécurité évolue. Et ce sera l'objet d'une réunion en soi. Juste le fait d'avoir dit ça, ça aussi c'est sécurisant. De se dire, mais c'est pas gravé dans le marbre une fois pour toutes, quoi. C'est co-construit ensemble. Et c'est pour ça que je ne peux pas vous donner un cadre de sécurité, et j'ai pas envie de vous donner un cadre de sécurité définitif qui serait la clé pour tout, quoi. Parce qu'en fait, non, ça dépend de vous et de chacun. C'est à vous de le construire. Et peut-être que pour certains, comme tout roule et qui s'entendent bien, qui sont déjà amis, il va y avoir 2-3 règles du jeu, et puis en fait, ça va bien aller. Puis dans un autre groupe où ils vont être nombreux, ils se connaissent pas et tout, peut-être qu'il va falloir être plus carré, quoi, poser les choses de manière bien précise. Et surtout, n'y passez pas trop de temps. Vous le posez une fois pour toutes. C'est l'objet d'une heure de réunion ou 2 heures de réunion au début de votre groupe. Vous créez ce sas d'entrée aussi, c'est-à-dire vous pouvez continuer à travailler dans votre groupe. Vous n'allez pas sans cesse être disrupté par les nouveaux qui vont dire ouais mais moi j'ai une idée. Non. Déjà nous on est un petit groupe dans le dur à 5, 6 ou à 10 ou à 20. On bosse, mais on a choisi parmi nous 3-4 personnes qui vont intégrer les nouveaux et leur montrer où on en est. Ça, c'est hyper important parce que sinon, là, typiquement dans un phénomène de croissance exponentielle comme on l'a actuellement dans nos collectifs, parce que ce chemin de la paix, là, on est la première voie de la paix et de la non-violence dans le monde, en fait. Et en fait, c'est une voie complètement inarrêtable. Je peux vous dire que le monde, il est en train de changer. Ce qu'on est en train de faire, c'est absolument définitif, quoi. Avant, c'est terminé.
le monde de la compétition, de la violence et de la guerre. Là, on amène un regard absolument neuf, quoi. Donc, ça va amener beaucoup de gens à nous. Et il faut être capable de les accueillir en douceur, progressivement. C'est pareil, on n'est pas pressé. Bon, c'est dans 2 semaines, hein, l'élection, enfin, le dépôt de liste. Donc là, il faut être un peu pragmatique. 1 semaine. Il reste une semaine. Là, pour Ouais, donc les. il faut être pragmatique. Mais c'est pas grave, parce que le travail que vous aurez fait pour ça, pour l'élection, il sera utile pour plein d'autres choses, en fait. C'est des petites graines qui sont semées pour plein d'autres choses. Parce que l'élection, c'est un tout petit morceau. C'est pas parce que vous perdez une élection que vous pouvez pas changer le monde, hein. Vous pouvez le changer quand même, croyez-moi. Voilà, c'est peut-être bien pour notre première émission, et Sam, si ça te va. Absolument. Merci beaucoup, Louis. Donc, on va vous proposer 4 autres épisodes, à part celui-ci, pour du coup parler de ces clés en fait de la gouvernance partagée. Sur ce, je vous invite à vous référer aux liens qu'on vous a mis en bas. Les liens et tout ça, ils viennent de l'université du Nou de Chambéry et de tous les groupes affiliés. Il y a un groupe qui s'appelle Hum, un autre qui s'appelle les Jardins du Nou et les Jardiniers du Nou. Et ils ont fait un travail absolument phénoménal autour de la gouvernance pour essayer de prendre du recul, avoir un recul pratique et un recul philosophique et sensible, avec des pratiques sensibles aussi, des jeux coopératifs, des choses comme ça. Et donc, il faut rendre à César ce qui est à César, c'est que l'ensemble de ce que je vous dis là, c'est la pratique que j'ai eu moi dans les collectifs à partir de ce noyau dur qui m'a été offert comme un cadeau et qui a changé ma vie, vraiment. Et donc, tous les contenus, ils sont en licence CC by SA. C'est des licences libres, mais elles nécessitent que vous disiez d'où ça vient. C'est la seule règle du jeu qui est demandée. Et donc là, ça vient de l'université du Nou, et ça vient de l'université des Colibris, qui est un mouvement aussi, qui avait fait plusieurs MOOC sur la gouvernance partagée. Alors maintenant, le tout premier, qui était pour moi un des meilleurs, depuis il a été très simplifié, mais le premier était extrêmement riche, extrêmement ample. Il est plus accessible, mais vous pouvez peut-être le retrouver sur le site de l'université du Nou, je ne sais pas où ils en sont, et le site surtout de l'université des Colibris. Mais sinon, on va vous mettre toutes les vidéos. Il y a plein de vidéos dans Vimeo sur l'université du Nou. Et on va vous mettre par quel fil il faut tirer pour les retrouver. Et dans YouTube, il y en a un peu, mais beaucoup moins. Merci, Louis.